Alors je crois que ce qui a été un tournant, c'est que j'ai fait la philo et la littérature, mais ça a toujours été lié à l'espace. Et je dirais que la relation, mais ça j'ai compris après coup, évidemment. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est un cours de littérature sur la question de l'utopie. Et donc notamment les traductions cartographiques ou les représentations en images ou les maquettes d'architecture et de villes utopiques. Et donc à partir de là, par rapport à ce que je viens de dire, la ville est immédiatement présente. Et puis progressivement, à partir de là, l'utopie, c'est une utopie qui n'est pas que abstraite, c'est aussi lié à l'action politique, à une vision du monde. Et donc progressivement, dans la ville, on entre dans les détails, pas simplement au niveau de la grande échelle et du paysage, mais on entre dans l'architecture de la ville avec ses espaces dits vides, son labyrinthe, je dirais. Et donc progressivement, évidemment, on entre dans les plis, je dirais, du corps spatial et du corps propre. Le grand-père, qui avait un grand potager et qui m'amenait avec son vélo. Voilà, lui, il faisait le potager, le fruitier, et puis bon voilà, moi je grimpais dans les arbres. Je dirais la grande vertu, enfin assez mystérieuse, je crois, des jardins, c'est quelque chose, c'est un élément qui touche aussi bien le plus intime, le secret, quelque chose qui est même à l'intérieur de soi sans qu'on ne le sache vraiment, donc une sorte d'inconscient, oui, le lieu de l'inconscient, on peut dire ça. Et puis en même temps, dans son histoire, le jardin possède, c'est comme une onde, comme un caillou qu'on jette dans une matière, et puis il y a quelque chose il y a des vagues comme ça qui se développent, et qui se développent, je dirais enfin c'est ce que j'essaierai d'expliquer ce soir, c'est quelque chose qui a à voir avec le macrocosme, le tout petit, le minuscule, enfin le grain de moutarde, s'élargit et se dilate jusqu'aux dimensions de l'infini. Alors il y en a un dont je parlerai ce soir, que je pense qui est un grand moment de l'histoire de la culture et qui est toujours là, presque tel qu'en lui-même il n'est pas changé, c'est la Villa d'Este, près de Rome, qui est une pure merveille technique, spatiale et mythologique. Bon, elle peut avoir un aspect un peu facile, un peu trop sucré, je dirais, peut-être un peu trop flatteur, mais d'un autre côté, ce qui est, ça s'explique, n'est-ce pas? Je pense que il y a quand même une raison pour laquelle il y a une furor tensis, c'est-à-dire le jardin, c'est un lieu où on peut se trouver soi-même, on peut se trouver avec les autres dans une forme de distance qui n'est pas déjà établie et qui s'établit par et dans le lieu. Et puis je crois que c'est un rapport aux éléments, depuis la touffe d'herbe jusqu'à la longévité de l'arbre. Et donc je pense que c'est ça aussi l'attractivité du jardin, ce sont les échelles de temps, d'espace et de matière. Et en quelque sorte, tout est uni dans une seule main. Si je pense à un Américain du 19e siècle, Olmsted, bon, vraiment, je crois que c'est un grand monsieur du paysage et du jardin, et dans sa relation avec la ville et avec le grand espace. Et je crois qu'il réussit à apprivoiser, si vous voulez, l'étendue. Donc ça, par exemple, je pense que Olmsted est un grand moment dans l'histoire de la culture. Oh ben je crois que là, il n'y a rien à faire. Je crois que ce serait une prairie fleurie. Et de ce point de vue-là, il y a un paysagiste, disons, contemporain français qui, je pense, connaît très très bien la chose. Ce n'est pas nécessairement Gilles Clément, mais c'est Pascal Cribier,
qui, je crois, au niveau de la comment dire, douceur et de l'aménité des lieux, travaille ce qu'on peut appeler une prairie fleurie.